Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est un beau vendredi avant une longue fin de semaine, c'est absolument fabuleux. Le problème, c'est qu'ils annoncent du mauvais temps. Tu sais, tu dis, m'installer, balconville, profiter du beau temps. Ben non. En tout cas, à Montréal, il va pleuvoir, mais c'est pas grave, parce que nous, il fait soleil dans notre cœur. Donc, notre belle Cybèle Olivier n'est pas là. Aujourd'hui, elle est en partance pour le Portugal. Alors, je sais pas comment on dit, bom viaggio, quelque chose comme ça, en portugais. Et on lui souhaite de belles vacances. Elle va nous retrouver, je pense, le 19 ou le 20 mai. Mais je veux revenir, avant de commencer l'émission, je veux revenir sur l'entrevue que nous a accordée hier Brigitte Bédard. Vous connaissez Brigitte Bédard, bien sûr, la chroniqueuse météo sur les ondes de TVA et LCN. Elle nous a raconté hier un voyage assez rocambolesque. Elle est partie pour Paris avec Air Canada et dès le début du vol, le vol a été interrompu à cause d'un passager turbulent, une bagarre en fait avec la personne qui occupait le siège d'en avant, qui avait reculé son siège, et ça a donné lieu à une bagarre, même une bagarre avec un des agents de bord. L'avion a dû atterrir d'urgence à Saint John à Terre-Neuve, et pour atterrir à Saint John à Terre-Neuve, il fallait se délester d'une partie de l'essence contenue dans les réservoirs de l'avion. Donc ça a pris énormément de temps. La personne a été arrêtée par la GRC. Et il a fallu remettre de l'essence et repartir dans l'avion. Donc, Brigitte nous a raconté tout ça. Et il y a quelqu'un qui était sur le même vol que Brigitte qui nous a écrit pour nous dire que la personne en question était à l'avant de l'avion et qu'on l'a transportée à l'arrière de l'avion, où elle s'est retrouvée, elle, 2 rangées à côté de la personne turbulente, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle dit la personne a dû être restreinte. Il a fallu 7 hommes pour maîtriser cette personne qui était complètement désorganisée. Elle nous dit également, cette dame, qu'elle voyageait avec sa mère, qui est âgée de 71 ans, et que c'était très anxiogène de se retrouver dans cette situation avec cet homme manifestement pas dans son état normal, possiblement quelqu'un qui était en état de psychose. En tout cas, c'est ce qu'un médecin à bord semble avoir dit à différents passagers. Cette personne qui nous a écrit tient à nous dire que le personnel à bord a vraiment très bien géré la situation. Alors, on critique souvent Air Canada, mais quand ça se passe bien, que le personnel réagit bien, c'est important de le mentionner. Mais je trouvais ça important de partager avec vous ce témoignage de cette dame qui était sur le même vol d'Air Canada entre Montréal à Paris cette semaine. On va donc passer tout de suite à notre premier sujet. Ben, vous le savez, ces bonis qui sont versés à des employés, des cadres, dans des services dits publics, ben ça soulève énormément de questions d'éthique. J'avais envie d'en parler avec Nicolas Gagnon, qui est directeur au Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour Nicolas. Bonjour Mme Durocher. Alors, il y a 2 cas récemment qui ont fait, dans un cas, on en a beaucoup parlé, dans l'autre cas, pas beaucoup, et c'est assez surprenant. Donc, il y a eu ces bonis records de 40 millions chez Hydro-Québec, malgré une chute des profits. Alors que du côté de CBC, Radio-Canada, on a décidé de ne plus verser de boni aux employés. Puis ça, c'est bizarre parce que la nouvelle est tombée un peu entre les cracks. On n'en a pas beaucoup entendu parler. On va commencer avec CBC, Radio-Canada. Pourquoi ça a été si choquant pendant des années de voir tant de boni versés aux cadres à Radio-Canada? D'ailleurs, la Fédération des contribuables, vous publiez chaque année une analyse des bonis versés aux cadres de CBC, Radio-Canada. Pourquoi ça a tant choqué les gens, ces bonis?
Ouais, pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est parce que ce sont les gens qui les payent, ces fameux bonus-là. À la fin de la journée, on a réalisé qu'entre 2015 et 2024, chez Radio-Canada, on s'est versé pas loin de 132 millions de dollars en bonus. Donc, sur les 9 années dont on a obtenu les données, il reste encore cette année. On a hâte de voir ce qui nous réserve. Puis là, finalement, on apprend que finalement, on va tenter de camoufler en fait ces augmentations ou plutôt ces bonus dans les salaires directement. Donc, on va retirer les bonus, mais on va augmenter les compensations salariales. Donc, on va tranquillement essayer je dirais, de maquiller le tout en faisant en sorte que ce soit un peu plus complexe pour les gens d'obtenir ces informations-là, parce que à la fin, plus souvent qu'autrement, on obtenait les informations par rapport au bonus, notamment à cause des demandes d'accès à l'information. Mais là, quand on tente de tranquillement intégrer ou plutôt de changer le modèle de rémunération, ne serait-ce que pour les cacher, ces données-là, ben, ça va être encore plus compliqué pour nous et pour les organisations de la société civile de rendre ces informations publiques qui concernent bien sûr tous les contribuables, parce que à la fin, c'est eux qui payent. Et ben, en contrepartie, quand on voit des bonus, on se dit, ben, ça doit être parce que les résultats sont au rendez-vous, parce qu'on a des meilleurs codes d'écoute ou parce que on rejoint plus de gens. Mais finalement, quand on regarde les résultats, surtout au niveau de l'auditoire pour le Canada anglais, ben on se rend compte que finalement, CBC, je veux dire, on se lance de l'argent dans toutes les directions, mais les résultats sont pas là. Durant par exemple, les heures de grande écoute, quand on regarde CBC, ben ils ont à peine du 2, 3, 4% de part de marché, alors que les CTV de ce monde sont plus dans les alentours de 10 à 15%. Donc, de constater qu'on a pas loin de 1,4 milliard de dollars qui tombent dans les coffres de Radio-Canada, alors que les résultats sont pas là et qu'on continue à distribuer des bonnets à répétition, ben oui, ça a de quoi choquer les gens et avec raison. Oui, et ce qui avait choqué aussi, parce que du côté de Radio-Canada, les codes d'écoute sont bonnes, il y a aucune comparaison qui peut être faite en termes de pénétration du marché quand on regarde les émissions les plus écoutées. Mettons, on prend les 20 émissions les plus écoutées. Il y a quand même beaucoup d'émissions de Radio-Canada parmi les plus écoutées, beaucoup d'émissions de TVA, Nouveau, etc., évidemment. Mais quand même, la pénétration du marché, en tout cas du côté de Radio-Canada, est meilleure. Par contre, ce qui choque aussi du côté de Radio-Canada, autant que CBC, c'est le fait qu'au même moment où les cadres se payaient des bonus ou des bonis, ben ils faisaient des mises à pied, ou enfin ils menaçaient de faire des mises à pied, ou en tout cas ils disaient à tout le monde il faut se serrer la ceinture. Donc on avait l'impression que Radio-Canada parlait des deux côtés de la bouche. C'est ça aussi qui choquait, et ça choquait pas juste nous les observateurs, mais ça choquait les employés même de Radio-Canada. Avec raison, ben, notamment le syndicat des employés de Radio-Canada a dénoncé la situation. Puis on se rappelle de l'annonce de mise à pied qui avait été faite, je crois, en décembre 2024, où est-ce que là, Madame Kathleen Tate avait annoncé que finalement, il allait avoir des mises à pied jusqu'à 10% des effectifs de Radio-Canada, alors que la même année, bon, on avait appris qu'il y avait eu quand même pas loin de 18,4 millions de dollars qui avaient été distribués en bonus. Donc, il y avait vraiment une dichotomie, ou du moins, là, il y a une sorte de paradoxe entre ce qu'on fait avec l'argent des contribuables, puis en contrepartie, comment est-ce que l'organisation est gérée. Puis à la fin, oui, on peut aussi faire le comparatif par rapport à la situation dans la société civile. Je veux dire, les bonus ont continué à couler à flot chez Radio-Canada, alors qu'on avait quand même aussi une inflation record. On avait des gens qui, comme jamais, faisaient les files devant les banques alimentaires. On se rappelle des scènes, surtout en 2022-2023, puis c'est pas comme si la situation s'était nécessairement améliorée. Donc, on se dit que toutes ces personnes-là qui font la file pour s'assurer de couvrir leurs moyens de base, ben, ce sont les mêmes personnes qui payent en intérêt, pas en intérêt, mais en impôts et en taxes, en fait, pour des bonus qui coulent à flot chez Radio-Canada. Donc, c'est carrément, c'est ridicule, mais malheureusement, cette pratique-là, elle est encore courante. Alors, c'est important de le dire parce que c'était assez drôle. Donc, cette semaine, là, le 15 mai, dans Le Devoir, il y avait un texte de la presse canadienne. Le titre est très clair, hein, CBC Radio-Canada ne versera plus de primes individuelles de rendement à ses employés. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à applaudir en disant, enfin, ils ont eu le mémo, tu sais, enfin, ils viennent d'arriver sur la planète Terre en même temps que tout le monde. Fait que là, on commence à lire le texte, on dit « OK, c'est bien, ils ont finalement compris ». Mais rendu au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e paragraphe, on nous dit « Ben, faudrait quand même pas, tu sais, que les salaires arrêtent d'être compétitifs, tu sais, parce que c'est quand même des bonnes personnes à Radio-Canada, fait qu'on veut les retenir, on veut pas qu'ils s'en aillent travailler au privé ». Fait qu'on va s'assurer que la rémunération globale demeure équitable et que la société Radio-Canada puisse continuer d'attirer et de conserver les talents nécessaires à sa réussite. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure à Benoît Dutrisac. Donc, on dit aux cadres, ben, au lieu d'avoir 20 000 $ de bonus à la fin de l'année, vous allez avoir 20 000 $
intégrer dans votre salaire. On va augmenter votre salaire pour que vous perdiez pas votre 20 000 $. Ben, j'ai l'impression un peu qu'on se moque de nous, Nicolas. Avec raison, parce que nous, la raison pour laquelle on a exposé les fameux bonus, puis il faut aussi parler des augmentations de salaire, parce que sur la même période, ben, on s'est quand même versé des augmentations de salaire pour la somme de 98 millions de dollars. Donc, faut dire, on n'a pas lésé là-dessus. Et en plus, quand on regarde le type de rémunération, entre 2015 et 2024, on a augmenté de 231% le nombre de personnels qui font plus de 100 000 dollars chez Radio-Canada. Donc, en 2015, il y avait environ 430 personnes qui faisaient un salaire dans les 6 chiffres. Maintenant, c'est plus de 1450. Donc, on comprend qu'on veut rester compétitif par rapport au marché privé, mais la réalité, c'est qu'on a quand même constamment augmenté les salaires à répétition. Et nous, pourquoi est-ce qu'on exposait ça? Au final, c'était pour démontrer qu'il y avait un changement de culture qui était plus que nécessaire. Donc, on s'attendait à ce que les bonus ou les augmentations de salaire soient beaucoup plus raisonnables et surtout qu'on change ça. Puis finalement, on essaie plutôt de camoufler ça dans un nouveau modèle de rémunération. Donc, il n'y a pas de changement de culture comme on s'y attendait. Et ben, je tiens à rappeler aussi qu'en pleine campagne électorale, on a un certain Mark Carney qui, lui, a décidé de dire, ben, on va donner 150 millions de dollars de plus à Radio-Canada. Donc, il n'y aura pas de changement de sitôt si on regarde la manière qu'on veut changer la rémunération puis l'attitude du gouvernement par rapport à l'institution. Et ça, c'est très important, ce que vous venez de dire, parce que en effet, Mark Carney a fait cette promesse-là. Puis en même temps, on se souvient qu'il y avait aussi le plan de la ministre Saint-Onge à l'époque qui avait dit, ben écoutez, oui, il faudra augmenter le financement de Radio-Canada, mais en contrepartie, il faudrait enlever des publicités, entre autres dans toutes les émissions d'information. Puis quand il a été questionné là-dessus, c'est Mark Carney ou Stephen Guilbeault qui a été questionné là-dessus par notre collègue Mario Dumont, si je me trompe pas, hein, Hugo, à l'émission du matin. Puis là, ben, tout d'un, c'est comme, finalement, on sait pas. Et pendant ce temps-là, bon, il y a notre patron, notre collègue Pierre-Carl Pellado qui dit, ben, écoutez, c'est parce que tout l'argent qui est versé dans les publicités à Radio-Canada, c'est de l'argent qui va pas au privé, pas juste à TVA, mais dans tous les autres diffuseurs privés. Donc, Radio-Canada reçoit 1,4 milliard d'Ottawa, 150 millions de plus promis par Mark Carney, et en plus, le beurre, l'argent du beurre, puis le de la fermière, en allant chercher dans la publicité chez le privé, ça commence à faire beaucoup. Je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps, Nicolas, pour parler de cet autre phénomène de prime, ou en tout cas de culture, comme vous dites, entrepreneuriale, qui fait en sorte que chez Hydro, on se verse des bonus malgré une chute des profits, et en plus, c'est un monopole. On peut pas aller acheter son électricité ailleurs que chez Hydro-Québec. C'est inacceptable. Les gens sont révoltés de ça. Et encore une fois, avec raison, puis j'ai comme l'impression qu'au Québec, on a trop souvent tendance, surtout dans la fonction publique puis dans les sociétés d'État, à célébrer ou à récompenser la médiocrité, parce que c'est exactement ce qu'on voit avec Hydro-Québec. Je veux dire, à la fin, on voit un rendement qui est à la baisse, les dividendes ont jamais été aussi basses, donc les montants qu'Hydro-Québec verse au gouvernement ont jamais été aussi bas depuis 2020, et on augmente on se distribue des bonus comme jamais, donc 40 millions, c'est un montant record, mais il faut aussi rappeler qu'en février de cette année, on apprenait que l'année dernière, les 5 principaux dirigeants de Hydro-Québec ont perçu une rémunération de 4,7 millions de dollars. Ça inclut Michael Sabia dans le calcul comme tel, et c'est une augmentation de 28% par rapport à l'année précédente, alors que le rendement était à la baisse. Donc, ça a quoi nous faire sourciller beaucoup. Puis je dirais, tu sais, c'est quand je dis que c'est un phénomène, c'est pas juste pour Hydro-Québec, il y a aussi Investissement Québec, où est-ce qu'encore une fois, on se verse des primes et on se verse des augmentations de salaire, alors que le rendement est à peu près à 2,6%. Quand on compare ce rendement-là avec n'importe quel fonds d'investissement, on rit, là, littéralement. Ben oui. Donc, de voir qu'on se récompense avec des bonus qui, j'ai rappelé, en 2024, on a augmenté de 100% les primes qui étaient versées, ou plutôt les bonus qui étaient versés chez Investissement Québec. On parlait d'environ 14 millions de dollars. Donc, on voit que malgré tout, on continue à se verser des bonus. Puis j'allais plus loin encore chez l'Agence de santé Québec. En fait, l'agence était même pas encore opérationnelle en décembre, donc les opérations commençaient en décembre 2024, si je me trompe pas. En octobre, on se versait des augmentations de salaire au cadre de plus de 10%. Donc, autant qu'on n'est pas capable d'atteindre les objectifs, qu'on a des rendements moins importants que prévu, on n'est même pas encore en train de travailler ou de faire de rendre des résultats, qu'on se verse déjà des bonus et des augmentations de salaire. Donc, les contribuables, les bénéficiaires de ces sociétés d'État ont toutes les raisons d'être choqués.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je retiens cette phrase clé. Au Québec, on a tendance à récompenser la médiocrité. Je pense que c'est ça qui va être le titre de votre qu'on va mettre pour résumer le segment de votre entrevue. Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous le savez, hier, c'est vraiment une pluie d'étoiles. C'est le cas de le dire. Une pluie d'étoiles Michelin qui s'est abattue sur le Québec. 9 restaurants pour un total de 10 étoiles. Oui, parce qu'il y a un restaurant à Québec, Tanière, qui a reçu 2 étoiles. Donc, un total de 9 restaurants qui ont reçu une étoile. Mais il n'y a pas que les étoiles. Il y a aussi les recommandations. Il y a les bibs gourmands. J'avais envie de parler de tout ça avec Daniel Vézina, qui est chef fondateur du Laurie Raphaël et consultant créateur gastronomique. Félicitations, Daniel, pour toute la famille, en fait. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce qui se passe dans la famille, dans ta famille? Parce que tout le monde est impliqué dans le Laurie Raphaël, de près ou de loin. Alors, pour ceux qui connaissent pas le portrait de la famille, fais-nous le portrait de la famille. Écoute, c'est vrai que c'est le fun. Premièrement, lorsqu'on a fondé le premier restaurant, Laurie venait au monde en avril, on a ouvert en juillet. Raphaël avait 3 ans. Donc, quand je dis parfois qu'ils ont tombé dans la soupe en venant au monde, il était pas loin de ça. Mais on a décidé de nommer le nom du restaurant en leur honneur, tout ça. Bien sûr, sans savoir si un jour ils suivraient nos traces. Mais secrètement, moi, j'espérais bien de faire des petits chefs avec ça. C'est très drôle. Mais finalement, c'est ça, en grandissant, ils ont vu des parents passionnés, ils ont vu des parents engagés dans la restauration, tout ça. Je me souviens d'ailleurs, Sophie, d'être rentrée à la maison un soir avec Suzanne. On était rentrés un peu plus tôt, puis les enfants nous attendaient, puis ils nous ont demandé, il était pas vieux, là, Raphaël devait peut-être avoir 6 ans, peut-être. Ils nous ont demandé combien vous avez fait de caisses. C'est très drôle. Alors, tu nous as entendu parler? Ben oui. Dire qu'ils sont nés là-dedans. Ils sont vraiment nés là-dedans. Alors, quand tu parles de Suzanne, c'est évidemment Suzanne Gagnon, donc qui est vraiment au cœur de l'action, qui est la maman, exactement, ton épouse, qui est la mère de Laurie et Raphaël. Donc, c'est pour ça que c'est important de mentionner tout ça, puis c'est pour ça que je voulais commencer tout ça avant de parler de l'étoile Michelin et du bib gourmand, parce que toi et Suzanne, vous faites 2 enfants, vous donnez le nom de vos 2 enfants à votre premier restaurant, le Laurie Raphaël. Raphaël devient chef au Laurie Raphaël. Laurie, Alex Vézina, elle aussi est impliquée. Et là, hier, quand vous avez su que 2 de vos restaurants étaient reconnus par le guide Michelin, ça rejaillit sur toute la famille. C'est ça aussi, cette histoire est belle pour ça, Daniel. Oui. Tout à fait. Puis c'est drôle parce qu'on recevait des textos à droite et à gauche, tout ça. Puis il y en a qui disaient beaucoup. Quelques-uns ont dit bravo à Laurie et Raphaël. Puis on entendait bravo à Laurie et Raphaël, tout ça. Puis là, mais beaucoup disaient aussi bravo à la famille. Bravo à la famille parce que on a installé une entreprise avec une vision bien ancrée, avec des valeurs bien assumées d'excellence, de qualité de nourriture, de produits hors du commun. Donc tout ça c'était bien assumé déjà. Donc les enfants et c'est drôle parce que quand les enfants ont vraiment pris la relève au début, Sophie, on a pensé à se dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment aller dans le haut de gamme? C'est plus difficile. Plus difficile. Moi, j'hésitais un petit peu. Je leur disais, vous avez le choix là maintenant, de faire ce que vous voulez. Puis, si vous voulez prendre une petite tangente un peu plus décontractée, vous pouvez le faire là maintenant. Ouais. Et ils m'ont regardé, on me dit, voyons papa, qu'est-ce que tu racontes là? Tu nous as toujours montré d'aller le plus loin possible dans la gastronomie québécoise. Puis là, tu es en train de nous dire, tu pourrais peut-être faire un petit bistrot pour nous rendre la vie plus facile. Et on dit non, nous on poursuit dans la gastronomie. Wow. Et ben j'ai dit mes amis, vous choisissez le plus difficile. Vous choisissez le secteur de la gastronomie qui est le plus difficile. Et ils ont relevé le défi. Ils ont même enlevé après quelques temps, ils ont enlevé la carte
Donc, pour en venir avec juste un menu dégustation, quand ils ont enlevé la carte, j'ai dit, mais non, ils sont fous complètement. J'ai dit, ils peuvent pas enlever la carte. Il y a des gens qui viennent manger à la carte ici depuis 25 ans. Je dis, je verrai pas pourquoi demain. Écoute, Sophie, je te dis, ça a marché. Il n'y a jamais personne qui a demandé la carte. C'est les gens incroyable. qui viennent au Laurier Raphaël, les gens qui viennent au restaurant viennent vivre une expérience. Souvent, c'est pour une occasion spéciale. Donc, quand ils viennent chez nous, ils veulent faire l'expérience. Et ça nous aide beaucoup à livrer justement une expérience complète, parce que, tu sais, quand tu manges juste un plat à la carte avec un verre de vin, c'est pas nécessairement le Laurier Raphaël, tu sais, dans toute sa splendeur. Sa splendeur. Mais c'est vraiment de tout à fait juste. Alors, c'est très drôle parce que mon collègue Jean-Philippe Leroux vient nous montrer la photo de l'équipe du Laurier Raphaël qui a fêté. Puis là, j'étais là, puis je cherchais mon Raphaël parce que je connais Raphaël depuis des années. Puis là, je me dis, ben voyons, c'est le monsieur avec des lunettes puis une petite barbichette. Mais écoute, c'est drôle parce que moi, ben tu sais, en tout cas, ça fait des années qu'on se connaît, Daniel, mais tu sais, Raphaël, je l'ai connu petit. Puis là, je suis tellement émue parce que je me rappelle les premières fois qu'il a commencé à manifester l'intérêt de devenir chef comme toi, puis que là, il partait faire des formations, puis tout ça. Puis en tout cas, je trouve ça extrêmement émouvant. C'est pour ça que je trouvais ça important. Donc, alors... Et c'est dans les premières fois où on voit de génération en génération. Oui. Parce qu'on est quand même, en gastronomie, c'est quand même assez jeune, le Québec. Tout à fait. De gastronomie. Puis qu'on commence à parler de génération en génération, de père en fils. C'est vrai. Et peut-être, c'est assez rare. Oui, mais ça, c'est important de le mentionner. C'est vrai parce que je connais pas, tu sais, moi, je sais pas les enfants de Normand Laprise ou de d'autres, là, je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Est-ce qu'ils font le même métier que leurs parents? Je sais pas. Mais en effet, dans ton cas, dans votre cas, à toi et Suzanne, c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, alors, c'est important de rappeler ce qui s'est passé hier. Donc, à 14h, le guide Michelin a donné ses étoiles. Donc, une étoile Michelin pour le restaurant Laurier Raphaël et un bib gourmand pour votre deuxième restaurant, Lueur. Je veux qu'on parle de l'impact. Donc, 14h, la nouvelle sort. Ces deux prix-là sont annoncés. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que le téléphone dérougit, puis là, François Legault dit, moi, je viens manger chez vous ce soir. Là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe concrètement quand la nouvelle sort? Ben, c'est certain que c'est drôle parce que la nouvelle est sortie comme une minute avant. J'ai reçu un téléphone d'une amie à Montréal qui me disait « Bravo pour ton étoile ». Là, moi, je suis là, je regarde ça, je pense qu'on a une étoile, tout ça. Mais là, je prends le téléphone, j'appelle Laurie parce que nous, on est à la maison. J'appelle Laurie. Puis là, elle me dit « Attends, peut-être que c'est peut-être une fake fausse, news. Oui, c'est ça. Elle dit « Attends un petit peu ». Puis là, Laurie, elle dit « Papa, qu'est-ce qui se passe là? » Mais j'ai dit « Laurie, je pense qu'on a une étoile ». Elle dit, je vais voir. Puis là, il y avait de la misère à trouver le site, tout ça. Et donc là, ils sont tombés sur écoute, toute l'équipe. On a vu un peu, hein, Tania, tout le monde saute dans les airs, tout le monde se prend dans les bras. Moi, puis ça, on pleurait. On était émus. On pleurait. Et parce que nous, on voit tout le travail derrière. On voit 34 ans de travail, de passionnés, et d'équipes passionnées, parce qu'il y en a eu des équipes, on leur rappelle. D'ailleurs, Sophie, il y a 6 dans les 6 restaurants qui ont eu il y a 6 chefs qui ont passé au Laurier Raphaël. Incluant Simon Mathis au master, Patrice Demers en stage au Laurier Raphaël. Ah ouais, en pâtisserie. Des mentions comme Martin Picard en stage avec moi, au Serge Bruyère, à Québec, Harvey, Julien Mazia qui a travaillé chez nous quelques années, Bistro B. La plupart sont passés chez nous. Et là, je me rends compte que c'est une philosophie que... Des recettes, c'est des recettes, Sophie. Ouais. Des recettes, c'est des recettes. Je pense, ma fierté est d'avoir installé une philosophie... C'est quoi ta philosophie? De produits? De qualité de produit. De qualité de produit, de technique. Alors, d'utiliser des techniques pour mettre ces produits-là en valeur. Et bien sûr, après ça, agencer ces produits-là, mais c'était toujours l'excellence. Toujours le respect aussi, le respect de toutes ces choses-là, le respect du produit, le respect du client. Donc, respect, qualité, constance. J'ai instauré ça dans mon entreprise et Suzanne l'a instauré dans la salle à manger. Et comme ça, on a monté cette entreprise-là sur des bases solides, sur des valeurs solides. C'est des piliers. Et ces piliers-là, aujourd'hui, on sent que pour le guide Michelin, ça fait de la différence.
C'est ça, parce que, évidemment, c'est important de le rappeler. Donc, ce sont des inspecteurs, des enquêteurs qui vont dans différents restaurants de façon totalement anonyme, évidemment, et qui, là, ont vraiment un critère. Ils ont une liste de critères et c'est pas à la tête du client, c'est pas... bon, c'est vraiment très rigoureux quand même comme analyse. Quand tu vois certains des collègues, des gens avec qui que tu côtoies depuis des années, qui ont pas eu d'étoiles, sans nommer de nom, mais c'est sûr qu'il y en a juste 9, ouais. Fait que, bon, peut pas faire plaisir à tout le monde. Est-ce que ça te déçoit? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris là-dedans? Dans la liste des 9? Oui, ça nous a surpris énormément. Tu sais que Normand est mon grand ami, bien sûr, pour pas en parler de Normand, mais c'est sûr que ça nous a fait un pincement au cœur et ça nous fait quelque chose. Mais en même temps, Sophie, on veut pas brimer notre plaisir aujourd'hui, notre bien bonheur. Sûr. Tu comprends? On veut pas assombrir ça par ces choses-là, puis on a beaucoup de compassion, puis on comprend ça. Puis d'ailleurs, Sophie, tu sais, les inspecteurs Michelin, ils connaissent pas notre histoire. Ils connaissent pas que Daniel Vizina, il y a 30 ans, qui travaille avec les microproducteurs, puis avec Normand Laprise. Tu sais, ils connaissent pas nos histoires. Ils jugent au jour d'aujourd'hui. C'est ça, ils jugent ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Quel est le service? Comment est le service du vin? L'atmosphère, le décor, etc. Je vais te dire les critères, Sophie. Les critères, Sophie. C'est les facteurs, c'est la qualité des produits, l'harmonie des saveurs, les techniques culinaires, la cohérence de la carte, la personnalité du chef qui reflète dans les plats. C'est sur ça qu'on te juge. On ne juge pas sur ta carrière puisque tu as fait au Québec. C'est un très bon point, ça. Nous, on se préparait à ça aussi, à peut-être avoir pas avoir d'étoiles, parce qu'on se disait, ça dépend dans quelle atmosphère ils vont venir ce soir-là. J'ai toujours dit que la cuisine, c'est pas une science exacte. Donc, si c'est pas une science exacte, ça peut arriver un soir où c'est pas exact en salle à manger. Et à ce moment-là, les juges sont là, puis ils jugent qu'est-ce qu'ils voient en avant d'eux, puis ils sont pas contents. Il y en a des clients qui viennent des fois au Laurier Raphaël, puis ça arrive des fois, c'est rare, mais ça arrive qu'il y a des gens ils sortent de chez nous pas contents, et ça peut arriver dans toutes les meilleures tables du monde. Donc il faut juste comprendre que ça, ces critères, c'est pour la cuisine. On n'est pas jugé sur la carte des vins, on n'est pas jugé sur le décor, on est jugé sur la cuisine. C'est ça le guide. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup. Félicitations à toute la famille, à Suzanne, à Laurie, à Raphaël, à Daniel et à toute la brigade, évidemment, dans les 2 restaurants. Donc, une étoile Michelin pour le Laurie Raphaël à Québec. C'est important aussi de dire qu'il y a eu beaucoup de restaurants à Québec. Ça montre que c'est pas juste à Montréal, ça se passe, bien au contraire. Puis il y a même un restaurant à Rimouski, alors c'est vraiment très diversifié. Daniel Vézina, chef fondateur du Laurie Raphaël, consultant, créateur gastronomique et grand amoureux de la vie et des bonnes choses de la vie. Merci beaucoup, Daniel. Tout à fait. Merci, Sophie. Bye-bye. Salut. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, qui dit printemps dit évidemment ménage du printemps. Je vous le cacherai pas, moi, non seulement c'est le ménage du printemps que je fais en ce moment, mais je déménage. Monsieur Martineau et moi, on déménage et on déménage dans un petit peu plus petit. Et on s'est lancé le défi avec Mr. Martino de vraiment réduire. On se dit, il y a plein d'affaires qu'on traîne depuis des années. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se sert pas de ça. Hein. Une mijoteuse. Bref, on se dit, on va aller vendre ça sur Marketplace. Ben, attention, mesdames et messieurs. Stéphane Desjardins, mon collègue au Journal de Montréal, nous dit, ben, attention au fisc si vous vendez en ligne sur Marketplace. Stéphane, bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Ça ira encore mieux quand je me serai délestée de toutes les bébelles, les patentes et les vieilleries et les affaires inutiles dont je compte me débarrasser. À quoi je dois faire attention et à quoi nos auditeurs doivent faire attention quand ils vendent sur Marketplace? Ben, 2 affaires. La première affaire, c'est moi, dernièrement, j'ai vendu ma voiture, puis les 20 premiers acheteurs, c'était des fraudeurs. Alors, il faut faire attention aux fraudeurs. Oui, Marketplace est le royaume du hacker et du fraudeur. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a même un gars qui était prêt à acheter mon char. Il avait l'argent comptant dans ses mains.
Je les ai vus, là, 20 000 piastres. Ils les avaient, là. Puis, ils voulaient pas passer à SAQ en plus, tu sais. C'était n'importe quoi, là. Alors, il y a ça. Mais outre la fraude, évidemment, votre thème, là, Sophie, c'était la question du fisc, hein? Il faut faire attention. Ouais. C'est un principe assez simple, là. Concrètement, si vous avez un bien à vendre, normalement, ça passe en dessous du radar de l'impôt parce que ce qu'on possède, généralement, ça perd de la valeur avec les années. Fait que, tu sais, ce que l'impôt veut taxer, évidemment, c'est tout ce qui est les revenus, hein, tout ce qui sont les revenus. Alors, dès que vous avez mettons, vous faites un profit sur un bien, hein, vous achetez un tableau, mettons, quelqu'un vous donne un tableau, puis en 2004, ça valait 5 000 piastres, puis là, vous le revendez 15 000 piastres. Ben, c'est la différence qui sera taxée. Le gain en capital, on comprend. Exact, gain en capital, oui. D'accord. Alors, par contre, sur Marketplace, en tout cas, si j'ai un tableau à vendre, je vais aller voir un galériste ou j'irai pas le vendre nécessairement sur Marketplace, mais il peut y avoir des objets, en effet, je pense, mettons, des bijoux ou des trucs comme ça qu'on voudrait vendre sur Marketplace. Donc, en fait, il faut faire très attention parce que ce que tu nous apprends, Stéphane, dans cet excellent texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est que l'Agence de revenus du Canada ou Revenu Québec, ils ont des yeux, ils s'en vont sur Marketplace et les autres sites de vente en ligne. Puis là, ils surveillent les transactions. Donc, on est épié partout où on est. Ben, en fait, tu sais, quand j'ai lu pour la première fois le roman Big Brother, là, quand j'avais 14 ans, regardez mes cheveux, là, je vous dis pas quand je l'ai lu, mais ça fait très longtemps. Ben, Big Brother, il est dans votre poche aujourd'hui, hein, c'est votre cellulaire. Puis on se parle, là, puis pendant ce temps-là, Big Brother nous regarde, hein? C'est comme ça. Fait que concrètement, oui, j'ai eu des échanges avec Revenu Québec, entre autres, puis ils m'ont dit, on vous communiquera pas nos moyens d'enquête, on veut pas donner nos outils aux voleurs puis aux gens qui fraudent l'impôt. Bon, OK, c'est cool, correct. Mais concrètement, j'ai parlé avec des spécialistes de la chose, puis ils m'ont tous dit, regarde Stéphane, ils ont tous des moyens c'est des robots, hein? Les hackers utilisent des robots pour nous escroquer. Ben, l'impôt a les mêmes technologies, tiens donc, pour surveiller tout ce qu'on fait. Et en plus, ils se sont donné les pouvoirs et ont demandé formellement, et l'ont dit en plus, il y a quelques années, publiquement, le ministre fédéral de l'impôt l'avait dit, nous, on a demandé aux différentes plateformes si on a besoin d'une information sur quelqu'un qui vend sur eBay ou sur Marketplace, sur Kijiji, ben, vous n'avez pas le choix, vous nous donnez toute cette information-là. Parce qu'évidemment, ces plateformes-là colligent, assemblent toute l'information comme toutes les plateformes, hein, ils veulent monétiser l'information qu'elles recueillent sur vous. Et ben ça, c'est rassemblé dans des dossiers. On a chacun notre beau petit dossier chez Kijiji au Marketplace. Puis ben le fisc, quand ils en ont besoin, ben ils viennent chercher. Courriel, puis t'as pas le choix. Mais je reviens avec l'exemple que tu as donné du tableau. Mettons que quelqu'un vend un tableau. Comment le fisc fait pour savoir que le tableau que je vends 5 000, je l'ai payé 2 000? Il n'y a pas un algorithme qui va lui permettre de savoir combien je l'ai payé et quelle est de combien est mon gain en capital? Je ne suis pas un spécialiste, mais concrètement, comment ça marche normalement, c'est que le gouvernement, il communique avec toi puis il te dit, écoute, t'as vendu un tableau à 10 000 ou t'as vendu des cartes de hockey, t'as vendu whatever là, sur Marketplace. OK. Montre-nous tes reçus. Vendu pour, au total, pendant un an, t'en as en 2024, mettons, t'en as vendu pour 12 000 $, bon, de stock. OK. Ben, puis en plus, on a la liste de tout ce que tu as vendu. Normalement, un tableau de, je sais pas moi, Riopel, ça vaut de telle grandeur, selon les spécifications que tu as mis dans ton annonce, ben ça vaut 5 000. Fait que, mon homme, tu viens de te faire cotiser à 50 % parce que les gains de capital, c'est 50 %. Ouais. On pense que tu l'as acheté à telle année. Fait que si t'es pas content, ben communique avec nous puis qu'on teste. That's it.
Wow, hein? De quoi t'as parlé au début, là? T'as dit, c'est sur Marketplace, c'est les escroqueurs qui utilisent des algorithmes. Je vais rester poli. Parce que... Oui, c'est ça. Toujours quand on parle du fisc, il faut être extrêmement gentil et poli. Ah, moi, je considère que, écoute, c'est Benjamin Franklin qui disait qu'il y a 2 certitudes dans le monde. Tu vas mourir un jour, tu vas payer de l'impôt. Voilà. Tu sais, on paye pas notre... On peut jaser longtemps, c'est de la philosophie qu'on parle, là. Mais ça prend quelqu'un payer pour les hôpitaux, même s'ils tombent en ruine, hein? OK? Tout à fait. Ah, ben non, mais regarde, moi, je viens de faire mon rapport d'impôt, là, peux-tu te dire, je pense que j'ai... Ouais, en tout cas, bref. Je fais ma part. God. Mais avec plaisir. Avec plaisir, je fais ma part avec plaisir. Et en plus, je considère en effet que quiconque fait de l'évitement fiscal est absolument épouvantable parce que c'est aussi pour ça qu'il y a des manques de revenus au gouvernement. Donc, on n'est pas en train d'encourager les gens à faire de l'évitement fiscal, bien sûr. On est simplement en train de dire faites attention parce que vous devez faire ces transactions-là en toute transparence, comme toute autre transaction que vous faites. Si exact. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est la seule chose, c'est la seule mise en garde qu'on fait aujourd'hui. Dire, normalement, ils nous disent, là, les montants varient. Mais tu sais, mettons que tu as fait 500$ de vente sur Marketplace dans un an. Garde, take it cool. Là. C'est pas ça qui va changer grand-chose dans la vie du gouvernement. Mais il y a des montants qui circulent parmi les spécialistes. Il y en a qui disent que si tu as excédé 1000$ de vente dans l'année, ben tu devrais commencer à t'inquiéter. Il y en a qui disent c'est 5000$, il y en a qui disent c'est 30 000$. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi la fréquence. Si tu vends dans Marketplace à toutes les semaines, le gouvernement va finir par le savoir, va dire, regarde. Ben, c'est aussi que ça ressemble à un commerce. Voilà, exactement. C'est ça. C'est qu'il faut que ce soit un truc occasionnel, comme une vente de garage. Si tu en vends chaque semaine, ça commence à devenir louche. T'as l'air d'avoir en effet un petit commerce, mais de contourner les règles du commerce en faisant ça par Marketplace. Stéphane Desjardins, t'es chroniqueur finances personnelles au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se reparler souvent. Merci Stéphane, tes bons conseils. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. Merci Stéphane. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Un monde blanc sans défaut, peut-être des murs blanc sans défaut ou en tout cas sans graffiti. Bonjour Rémi Villemure. Bonjour Sophie Durocher. Radio-Canada a fait un reportage récemment pour nous apprendre que la superficie de tags, donc des gens qui signent avec des graffitis, la superficie de tags retirée à Montréal au cours des 5 dernières années a augmenté de 40% dans les quartiers centraux à Montréal. Est-ce que c'est une nuisance ou c'est une forme d'art absolument fabuleuse, les graffitis? Ouah, écoute, ma réponse va être facile à prédire. Ce n'est pas de l'art fabuleux. Je suis même pas sûr que ce soit de l'art. Si c'est de l'art, alors c'est le seul art où il y a à peu près juste l'artiste qui trouve qu'il y a du talent, puis tout le monde autour de lui. Donc la société en général, ça l'emmerde de voir ça apparaître sur n'importe quelle sorte de mur. Les murales, c'est de l'art. OK, d'accord. Graffitis, donc, Keith Haring, Banksy, tout ça, c'est des artistes mineurs, puis c'est des... Banksy, c'est un muraliste, là, non? C'est pas un graffeur. Enfin, il fait pas des trucs avec à la baboche mal fait, on sait pas c'est quoi. Banksy, c'est un artiste. Mais Keith Haring? Je le connais pas. Bon. Mais Bansky, je le connais, puis Bansky... Bien. Ouais, je sais, ça commence... Non, mais Bansky... Hugo, peux-tu nous faire une petite recherche? Keith, K-E-I-T-H, Haring, H-A-R-I-N-G, pour qu'on en montre des petits exemplaires à notre ami Rémi, qui vient se mettre à dos. Non, ben là, quand même. Non, mais... Je suis pas paternaliste à ce point-là. Là. C'est 1800 demandes des commerçants ou des résidents par année à Montréal, en tout cas en 2024, pour retirer des graffitis. Je te parle, mais pendant que je te parle, je veux retrouver des trucs de Keith Haring pour te montrer, là. Bon, tu sais, là, il y a toute cette espèce de frontière entre... Regarde, c'est ça, là. Ben, écoute, c'est très, très beau.
Même si c'est pas exactement mon genre. Je suis allé dans un musée il n'y a pas si longtemps que ça. Fais-tu semblant de ne pas savoir c'est quoi un graffiti? Un graffiti, c'est les trucs où les gens écrivent leur nom puis c'est dégueulasse. Oui, mais il a commencé comme ça, Keith Haring. Il faisait ça de façon anonyme dans les métros de New York, puis maintenant, ses œuvres sont exposées partout à travers le monde dans les musées. C'est quoi la proportion de graffitis que tu rencontres dans une journée qui s'apparente à ce que M. Haring est capable de faire? On est-tu dans l'ordre du 1 sur 1 million ou dans l'ordre du 1 sur 100 000? Il y a plein de gens, c'est un mouvement urbain, c'est un art qui peut-être, toi, te touche pas. Ouais. C'est possible. Hein, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair, ça te touche pas. Mais tu sais, mettons, il y a des gens, ils aiment pas les impressionnistes, puis il y a des gens, ils aiment pas Picasso, ils trouvent que c'est des barbouillages d'enfants. Vous avez le droit de pas avoir de goût, là. Tous les goûts sont dans la nature. Je la connais, voilà, celle-là. Regarde, là, c'est hyper connu. Je dis-moi pas que t'as jamais vu ça de ta vie. J'ai déjà vu ça, mais écoute, pour moi, c'est pas ça un graffiti. Pour moi, ça, c'est une murale. Oui, d'accord? mais ça, c'est parce que il a évolué, puis après, les gens lui passaient des commandes. Mais il a commencé, Keith Haring, c'était de l'art sauvage. Et dans les métros de New York, il agissait la nuit, il faisait flac, avec ses bonbonnes de peinture. Et après, on a découvert que c'était, tu sais, mettons... Écoute, pour un Keith Haring, je pense qu'il y a quand même... non, je peux t'en nommer une couple. Là. Non, il y en a, mais c'est pas la question. Moi, je te parle d'une espèce de petit bum là, qui fait des trucs la nuit avec sa cacane. Je te parle de lui. Coudon, là, un graffeur. Mais Keith Haring, il a commencé, c'était un petit bum avec sa cacane puis sa casquette par en arrière. OK, regarde bien, là. Moi, je connais des bons joueurs de baseball. OK? Ouais, je pense pas qu'on devrait tolérer que des gens garochent des roches dans les vitres parce qu'il y a peut-être un bon lanceur de baseball là-dedans qui va se révéler. Non, mais t'es tellement c'est de vendredi. mauvaise Je suis pas de mauvaise foi, c'est des graffeurs qui pourrissent. Mais je t'aime d'amour, mais t'es de mauvaise foi pareil. Ben, c'est parce que j'essaie par tous les moyens. Et c'est dur aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, de te faire comprendre qu'un graffeur, l'espèce de petit Tyler là, merdique qui pourrit l'environnement urbain, c'est pas forcément Keith Haring. Attends, je te donne un exemple, OK? Récemment, à Montréal, il y a sur le plateau Mont-Royal, et Dieu sait que j'y vais pas souvent, mais sur le plateau Mont-Royal, il y a une très, très belle murale qui rend hommage à Paul. Tu sais, Michel Rabaliati, le personnage de Paul. Proche du métro. Et oui. Et là, il y a quelqu'un qui a fait un graffiti par-dessus cette très belle murale. Alors, c'est sûr que quand un graffiti vient s'apposer sur une œuvre d'un autre artiste, je trouve ça dommage. Mais il reste que il y a des gens immensément talentueux chez les graffiteurs. OK. Moi, je pense que oui. Puis d'ailleurs, je pense aussi que tous les muralistes sont des anciens graffeurs, d'accord. Mais la personne, par exemple, qui a fait ça, tu sais que dans le domaine du graffiti, c'est une règle, ça. Hein? C'est la seule règle qui existe. On dit que c'est de l'art sauvage, mais il y a quand même une seule règle. C'est que tu fais pas ça à un collègue. Et ouais. Et donc, ces gens-là, des fois, le font. Et juste pour ça, voilà, juste parce merci, que... Jean-Philippe et Hugo. Qui a le plus de talent, Sophie? Pour les gens qui nous regardent, celui qui a fait la murale de Michel Rabagaletti ou Tyler Merdick en dessous, là? Hein? Moi, je pense que le muraliste a du talent, a du doigté, a d'ailleurs eu un contrat. Hein? Ça, c'est quand même un détail pas pire intéressant dans tout ce processus-là. Les gens qui font des graffitis, on ne leur demande pas de faire ça. OK? Puis tu sais, je suis un ancien bum, moi. OK? Puis j'ai encore un petit peu ça en moi. Tu devrais comprendre, tu devrais sympathiser avec le Taylor et sa j'aime l'honneur. Je pense que sans l'honneur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de société. Donc, quand on ne respecte pas des règles comme ça, soudainement, vous n'êtes plus de mon bord. Okay. Vous êtes plus de mon bord. Alors, à Toronto, il y a un quartier ou une rue dans un quartier, là, les détails m'échappent. Et ça s'appelle genre Graffiti Row, quelque chose comme ça, puis peut-être que mes amis Hugo et Jean-Philippe ont le temps de faire une petite recherche puis retrouver quelque chose comme ça. Et donc ça a commencé, il y avait un graffiteur qui allait là, il faisait des trucs sur les murs, après ça un autre, et maintenant quand il y a des visites guidées, les gens font des visites guidées à Toronto et c'est inclus dans le tour, tu fais le tour de Toronto et il y a ça, tu t'en vas voir Graffiti Row parce que c'est
Je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, ça peut être un attrait touristique. Mettons, le mur de Berlin, il y avait des graffitis des deux bords. Et quand le mur de Berlin est tombé, ben oui, mais on a conservé des morceaux de mur et les graffitis qu'il y avait, c'était aussi la façon pour les gens dans l'Allemagne de l'Est de s'exprimer. C'était la façon pour les gens en Allemagne de l'Ouest de s'exprimer. Donc, il y a une liberté d'expression aussi dans les graffitis. Là, je commence moi-même à être un petit peu de mauvaise foi. Ah, écoute, mais tu me surprends aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit verre-là, Sophie? OK, là? Je vais te le dire, c'est parce que c'est l'anniversaire d'un collègue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-François. Puis Jean-François, au lieu de se faire offrir des bonbons par ses collègues, a apporté lui-même un pot de bonbons. Je t'explique, c'est très dangereux. Il faut jamais me laisser seule avec un pot de bonbons. Manifestement. J'ai mis la main dans le pot de bonbons. J'ai dû manger 3-4 comme grenouilles en bonbons. Regarde Graffiti Row à Toronto. C'est tellement beau. Oh, et mon j'ai Dieu. mangé des bonbons. Alors, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te tenir tête. Tu sais que j'ai écrit un livre avec Gilles Proulx, puis que Gilles Proulx me disait dans un de nos nombreux entretiens à propos des graffitis, puis il a voyagé beaucoup, Gilles Proulx. Tu sais que j'ai écrit un livre avec Gilles Proulx. Je t'ai reçu ici, j'en ai parlé de ton livre. Et Gilles Proulx, il disait les graffitis. Il dit, il y a bien juste à Montréal que c'est encore à la mode. Partout où j'ai voyagé, puis encore, il n'y a plus de graffitis. Il y a bien juste ici qu'il y a encore du monde qui se font des tatous d'en face, puis des graffitis. Maudit! Ton imitation de Gilles est savoureuse. On s'est fréquenté beaucoup. quelque peu. Merci Rémi Proulx, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci à Hugo, merci à Jean-Philippe, merci à Fred. Merci Fred au contenu. Merci à vous. Bon repos, on se retrouve mardi. Cube.